Bienvenue à Salon une étude. Mon nom est Pierre Rivard. Je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond. Aujourd'hui, on parle de la fonction des émotions avec Juliette Bélanger-Charpentier. C'est parti! Hey, merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Honnêtement, là, je te dis, dès que PB et moi, on a décidé de faire une émission sur la fonction des émotions, j'étais comme, il faut inviter Juliette. Oh, merci. C'est moi, je suis très, très, très contente d'être ici avec vous. Honnêtement, c'est un vrai plaisir. Ben, c'est un sujet qui me fascine, moi, puis je sais que tu es calé là-dedans, fait que je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Je trouve que c'est des sujets qu'on discute pas assez. Surtout pas de la façon dont toi tu le fais. Sur tes médias sociaux. Ouais. C'est ça. Moi, je t'ai connue initialement via Instagram parce que je te suis depuis un bon moment déjà. Puis j'adore toute la fonction que tu donnes aux émotions, le fait que tu valides les émotions difficiles qu'on ressent dans des situations de crise, autant la COVID que, bon, plus récemment, les situations de guerre, etc. Ouais. Et tu es aussi candidate à la maîtrise en criminologie à l'UDM. Premièrement, félicitations, merci, c'est très chouette. Merci. C'est très, très cool. Puis tu as aussi effectué un parcours en criminologie, en victimologie. Donc, j'ai très hâte de discuter de ça avec vous. Oui, moi, j'aimerais ça savoir la victimologie. C'est un domaine. Oui, c'est ça, Je me doute un peu, oui. Mais c'est pas un terme que je connaissais si bien que ça avant. Non, ben effectivement, puis c'est quelque chose que je répète souvent, puis je pense que c'est tellement une discipline qui mérite à être connue. On connaît beaucoup la criminologie de base parce qu'on s'y intéresse profondément. On s'intéresse beaucoup aux criminels. On s'intéresse beaucoup Netflix aux peut en témoigner. Ouais. Oui. Hein, les Ted Bundy. On va parler beaucoup aussi, c'est ça, on va souvent parler de la trajectoire criminologique. On va s'intéresser aux facteurs de risque, aux facteurs de protection. C'est un peu la même chose en victimologie. C'est juste qu'on place la victime, la personne survivante au centre des études. Donc, on va parler des réactions post-traumatiques. On va parler de la de la société, de la réaction sociale par rapport à la victimologie, aux personnes victimes, comment une réaction peut renforcer ou non finalement certains symptômes. Fait qu'on va vraiment beaucoup s'intéresser à tout ce qui entoure la personne victime finalement, autant au plan psychologique, sociologique, judiciaire. Donc, c'est vraiment une discipline qui est très, très, très intéressante. Puis, ces temps-ci, mais on en parle de plus en plus parce que, justement, je pense que notre posture est un peu plus en mode écoute là, par rapport aux personnes victimes. On sent un vent de changement, hein, oui. Avec les mouvements comme MeToo, Black Lives Matter. Puis d'ailleurs, on vient de tourner un épisode avec Martin Perizzolo où on parlait de la colère. Puis on expliquait justement que la colère, c'est un moteur important du changement social. Souvent, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont se mobiliser. Puis ça donne du bon aussi parce que, bon, ça, pour plusieurs, ça a été libérateur comme mouvement. Puis ça continue de l'être. Ouais. Fait que la colère a une fonction, mais toutes les autres émotions aussi en ont. Puis souvent, les émotions, on a tendance à vouloir s'en débarrasser comme une patate chaude. Absolument. Ouais. Surtout notre génération, puis celle au-dessus de nous, celle avant nous. On n'enseignait pas énormément c'était quoi les émotions, on n'en parlait pas beaucoup. Chose qu'on a plus tendance à faire aujourd'hui, heureusement, avec les enfants. Mais donc, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir à quoi ça sert, ces affaires-là. Ouais. Y a-t-il une émotion qui sert à rien? Oui, c'est ça. Oui. Puis j'ai l'impression c'est quelque chose qu'on infantilise beaucoup. Tu sais, quand on apprend les émotions, on dirait que c'est infantilisant de faire comme la colère sera quelque chose, la tristesse sera quelque chose. Puis au final, c'est juste tellement important de le faire dès le début, dès le plus jeune âge. Puis on dirait que juste d'en parler comme ça aujourd'hui, je trouve que c'est très... C'est cool! C'est un bon point de départ. Oui, vraiment. Abordons le point de départ. Oui. Quel est le rôle des émotions? Oui, le rôle des émotions, en fait, en premier lieu, il y a un mythe que j'aimerais défaire par rapport aux émotions, qui est la préconception qu'on a souvent qu'une émotion doit mener à une action. On a souvent l'impression que quand on ressent de quoi, c'est un message qui est nécessairement vrai de la part de notre cerveau et suite auquel on devrait changer quelque chose dans notre environnement ou auquel on devrait produire une action, alors que ce n'est pas le cas. Tu sais, des fois, on va se sentir, par exemple, triste, on va se sentir coupable, puis automatiquement, ce qu'on va se dire, c'est « Ah, faut que je fasse réparation ». Tu sais, faut que je contacte la personne, faut que je m'excuse, faut que je dise que, etc., ou faut que je pose une action pour cesser de me sentir triste ici et maintenant. Et ce n'est pas le cas. OK? Donc, une émotion n'égale pas action. Ça peut,
mais c'est pas automatique. Okay? Donc, les signaux qu'on doit poser une action, ça peut être les émotions, mais c'est pas toujours le cas non plus. Et donc, une émotion, sa fonction, c'est de nous signaler quelque chose. Tu sais, c'est de nous dire que le cerveau a perçu quelque chose dans l'environnement qui nous a activés d'une certaine façon. Puis en fonction des émotions qu'on ressent, mais ça a des fonctions très différentes. J'ai dit fonction 2 fois dans la même phrase. Très fort. M'en fous. Mais moi, ces temps-ci, j'arrête pas de dire le mot posture. Ça se peut que ça revienne. Là, je me trouve bien cool quand tu Ben posture. c'est beau! J'aime ça. Les fonctions aussi, c'est le fun. Ouais, moi, le monde qui sont à l'université, là, C'est ça. je connais 4 mots. Il va les répéter Non, mais Tout le temps. On va les Contexte. utiliser à fond. S'il vous plaît. Aidez-moi. Non, mais c'est vrai, tu sais, les émotions, ça peut avoir des fonctions au niveau personnel. Puis on l'oublie souvent, tu sais, que ça peut nous servir à quelque chose. Puis ça a aussi des fonctions au niveau interpersonnel. Puis moi, je trouve que quand on comprend les fonctions de ce qu'on ressent, ça aide beaucoup à négocier ces sentiments-là par la suite. Puis, tu sais, c'est aussi ce qui fait que j'adore parler de stress, puis que j'en fais une profession, là, tu sais, discuter de c'est quoi le stress puis à quoi ça sert, parce que je trouve que quand on sait à quoi sert le stress, ben ça aide à le tolérer, tu sais. Ouais. Mais c'est la même chose avec le reste des émotions. Ça lui donne un sens, donc Ouais. on est en mesure de... Ben oui, Absolument. tout à fait. OK. Moi, une émotion que je déteste ressentir, c'est la culpabilité. Ouais. Je trouve que c'est la pire chose. Ouais. OK, c'est la pire chose. Et donc, l'année passée, je me rappelle même pas c'était quoi la situation qui m'a fait sentir coupable, mais je suis allée toute lire sur la culpabilité. Ah ouais? Ça m'a vraiment aidée. Ouais. Tu sais, dans le fond, la littérature, ce qu'elle démontre, c'est que la culpabilité, une fonction importante que ça a autant pour soi que pour l'autre, c'est d'aider à ajuster notre comportement en fonction de nos valeurs. Ouais, ça a du Puis sens. depuis que j'ai compris ce que c'était, à chaque fois que je me sens coupable, je suis comme, laquelle de mes valeurs j'ai transgressé Ouais. tu sais, en faisant ce geste-là. Ah, c'est intéressant, ça. Oui! Ouais. Puis ça m'aide à m'ajuster. Fait que là, C'est comme ça que je fais ça. Moi, c'est les gestes et les valeurs. J'ai-tu posé un geste qui va à l'encontre de mes valeurs? Non. Donc, Ouais. qu'est-ce qui est arrivé ouais. qui ne fait pas avec mes valeurs, Ouais. qui fait que je me sens coupable? Oui, C'est tout à ça. fait. Tout à fait, c'est ça. Ça va venir motiver le comportement, la culpabilité, mais c'est vrai pour les autres émotions aussi. Là. Tu sais, si tu penses à la tristesse, à la colère, encore une fois, ça va motiver le comportement à ce qu'on s'adapte en fonction de notre environnement, des gens avec qui on se trouve. Fait que si tu n'as pas d'émotion, tu vas être constamment mésadapté. Tu ne seras pas capable d'adapter ton comportement en fonction de ton environnement. Puis, tu sais, on parle des émotions, mais c'est peut-être niaiseux comme question, mais est-ce qu'on peut les nommer, toutes les émotions? Les émotions primaires. Il y en a-tu? Ouais. Ouais, primaire, parce que je sais pas à quel point c'est large. Est-ce qu'il y a full de nuances puis de sous-termes qui regroupent 2 trucs puis des... J'aurais dû imprimer une roulette. Ouais, mais c'est ça, moi aussi, j'ai en tête, j'ai eu un cours il y a 3 ans, on les avait toutes nommées. Mais non, je pense qu'il y a comme les émotions primaires qui sont comme la colère, la tristesse, la joie. La surprise. Ouais. Il y a le dégoût. Donc, en général, dans les Oui, le études... dégoût. Ça, je trouve ça drôle que ce soit une émotion primaire, le dégoût. Ouais. On dirait Mais que en j'avais fait, pas pensé. Le dégoût, là, c'est hyper important parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on s'intoxique pas. Ah. Tu sais, fait que c'est- quand J'allais même- tellement plus loin dans ma tête. tu sais, c'est en ressentant du dégoût que on va pas avoir envie de manger quelque chose qui sent pas bon, ou qui est avarié. Tu sais, c'est ça qui va faire... c'est ça, les deux sentent pas bon, là, mais tu sais, je veux dire que visuellement parlant, ou au niveau de l'odeur, on n'en consommera pas parce qu'on se dit « Ah, c'est dégoûtant. » Tu sais, même chose, si tu manges de quelque chose puis par la suite, t'es malade, ben, tu vas associer cette Mon Dieu, oui. substance-là a du dégoût, donc tu n'auras pas le goût d'en reconsommer par la suite. Fait que c'est pour ça que c'est une émotion primaire. Mettons, puis moi, la façon dont on m'avait appris ça, mettons, la jalousie, on m'avait expliqué que c'est souvent de l'insécurité. Mais est-ce que c'est l'émotion, c'est l'insécurité ou c'est la jalousie? Je pense que la jalousie, c'est un sentiment. OK. Fait que Ouais, c'est pas une parce que émotion. c'est ça, il y a Donc, comme il y a une nuance entre un sentiment et une émotion. Un sentiment puis une émotion aussi. Ouais. Une émotion, c'est quelque chose qui est vif puis qui est associé à une réponse biologique. OK? Fait que souvent, c'est... Puis là, ça, c'est une théorie qui est quand même contestée, la neurobio des émotions, parce qu'auparavant, ce qu'on se disait, c'est, bon, mais quand tu ressens, par exemple, de la colère, c'est X, Y et Z régions qui s'allument dans le cerveau. Quand tu ressens de la tristesse, ben c'est A, B, C régions. Fait qu'on disait, il y a vraiment des empreintes neurobiologiques qui sont différentes. Puis là, les études s'additionnent, puis on est comme, ouais, c'est pas si clair. OK? Souvent, ça s'allume partout à la même place. Tu sais, fait que qu'est-ce qui génère exactement les émotions au niveau du cerveau? C'est pas clair à 100%, mais on sait qu'en général, peu importe l'émotion qu'on ressent, ça va mener à de la sécrétion d'un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline. Et à de l'adrénaline aussi, mais principalement de la noradrénaline. Fait que c'est un des marqueurs biologiques
les plus universelles des émotions qu'on va retrouver même de façon interculturelle. Okay. Mais au niveau des régions, c'est pas très clair, mais la distinction primaire entre... En fait, la distinction première entre émotion et sentiment, c'est qu'une émotion, c'est aigu, puis un sentiment, c'est quelque chose qui va être ressenti de façon diffuse, parfois sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. OK? Donc, c'est la distinction, mais honnêtement, tu peux les mettre dans le même paquet. Puis, c'est pas... ça a toute une fonction. Tout le facteur environnant aussi, tout ton bagage à toi, qu'est-ce que tu as vécu avant. J'imagine que... Parce que je trouve ça tellement intéressant d'aller chercher, tu sais, comme dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe, mais aussi de comprendre, puis c'est peut-être ma formation en criminaux qui fait ça, mais d'aller comprendre tous les facteurs bio-psychosociaux aussi, de faire comme, comment ça se fait que dans tel contexte, je vis telle émotion, alors que dans un autre contexte, cette émotion-là, elle est paralysante, dans un autre, elle existe presque pas. Je trouve ça tellement intéressant d'aller trouver, justement, de voir sur quoi je peux agir, finalement. Puis, est-ce que j'ai à agir tout le temps aussi? Ça revient un peu à ce que tu disais. Je pense que quelque chose que... un élément, moi, que j'adore travailler avec, c'est tolérer la nuance. Puis c'est quelque chose, je pense qu'on a énormément beaucoup de difficultés parce que c'est pas sécurisant, la nuance. C'est pas... Par nuance, t'entends comme l'ambiguïté. L'ambiguïté, ou tu sais, comme de pas savoir ce qu'on ressent aussi, tu sais. Puis moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Hey, je panique parce que je sais pas comment je me sens. Je sais pas à le nommer. J'ai la misère à l'identifier, à le nommer. Je sais pas si je suis triste, si je suis en colère. Je sais pas si je suis déçue. Puis ça va générer énormément de réactivité, puis les gens vont vouloir chercher vraiment ce qu'ils ressentent. Puis pendant qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, justement, ils ont de la difficulté, je pense, à digérer tout ce qui se passe. T'sais. Fait que c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi d'aller voir. Est-ce que ça se peut que je ressente toutes ces émotions-là en même temps? Est-ce que ça se peut que je me retourne puis que, je sais pas, en soirée, je me sente... triste, puis dans une autre, quelques heures après, je me sens plus déçue, par exemple. J'ai beaucoup la déception en tête, parce que c'est quelque chose, je pense, qui existe, qui est très, très profondément présent en ce moment. Fait que je trouve que de tolérer puis de valider que c'est possible de sentir d'une émotion, tu sais, comme que ce soit un continuum, finalement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est réparateur. C'est vrai qu'on aime ça mettre les choses dans des boîtes. On trouve ça réconfortant, mais il y a très peu de choses en psychologie qui rentrent dans des boîtes. Vraiment? Il y a beaucoup de zones grises. Est-ce qu'on sait c'est quoi les facteurs qui vont faciliter la régulation de ces émotions-là? Est-ce qu'on les connaît? T'sais, l'environnement, j'imagine que c'est le fait d'avoir un environnement qui est plus soutenant, quand on a un bon réseau social. C'est ça, des facteurs de protection, là, entre guillemets, là, comme justement, c'est ça, d'avoir un bon environnement social, d'avoir une stabilité financière, par exemple, ou une stabilité au niveau des relations. D'aimer ce qu'on fait, par exemple, dans son travail. Mais c'est tous des facteurs qui vont venir, je pense, faciliter. Est-ce qu'on communique beaucoup dans notre entourage? Est-ce que c'est valorisé de parler de nos émotions? Mais oui, je pense qu'il y a puis à l'inverse, il y a des facteurs de risque aussi. Donc, tout l'inverse de ça, ou je sais pas, de vivre avec une moins grande stabilité dans toutes ces zones-là. De l'abus, c'est exactement ça aussi. Est-ce que par stabilité, moi j'entends comme la sécurité, de se sentir en sécurité dans son milieu en général ou avec les gens autour, fait qu'on a moins peur d'exprimer et de vivre ces trucs-là, parce qu'on n'a pas peur que ça va jouer sur... Je vais tout perdre parce que j'exprime de quoi. Oui, je pense que moi, c'est comme ça que je le perçois. Okay. Oui, absolument. Fait que je trouve ça... mais tu sais, c'est ça, je trouve que... Puis ce que je tente de faire un peu sur ma plateforme aussi, c'est d'aller jouer dans ces nuances-là, de faire, c'est valide que tu te sentes... c'est valide que tu ne saches pas comment te sentir aussi. Puis c'est valide que ça se peut que pour une situation, il n'y en ait pas d'étiquette ou il n'y en ait pas de boîte. Puis je pense que c'est ça, c'est très, pour revenir à ce que je dis, c'est vraiment sécurisant d'étiqueter, de mettre dans des boîtes. Je pense au système judiciaire, par exemple, pour tel crime, il y a une fourchette de peine, dans le fond. Donc, pour tel délit, on s'attend à peu près... on sait comment réagir environ. Une fourchette de peine, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà ou en bas de cette fourchette-là. Donc, mettons, pour tel délit, ça va être 2 ans plus 1 jour. Puis ça ne peut pas être vraiment plus haut que ça. Fait qu'il va y avoir des ressemblances. Moi non plus, je savais pas. Moi, je suis comment? Non, c'est vraiment intéressant. Moi, je pensais que c'était juste la jurisprudence. Tu sais, qu'on allait se dire, Non, c'est ça. Il y a un tas de facteurs avec des facteurs qui sont aggravants des fois ou qui sont...
là, je n'ai pas le mot dans ma tête, mais le contraire d'aggravant. Atténuant. Oui, atténuant, merci. Fait que oui, tu sais, même dans nos structures au complet sont vraiment basées sur comment prévoir les réactions. Alors que là, je pense qu'il y a des situations en ce moment qui sont extrêmement, extrêmement anxiogènes puis qui font en sorte qu'on n'a plus de repères, on ne sait plus comment réagir. Et ça, c'est vraiment déstabilisant. Ouais. Vraiment beaucoup. Puis d'autant plus si on ne sait pas comment nommer nos émotions puis qu'on veut à tout prix les nommer aussi, puis qu'on veut réagir sur ces émotions-là pour pouvoir s'en débarrasser puis passer à autre chose, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus anxiogène. Ça va être mon autre mot aujourd'hui. Oui, anxiogène. C'est toujours anxiogène. Mais tu parles d'anxiété, puis si je me trompe pas, les gens qui sont anxieux sont beaucoup plus... lisent beaucoup mieux les émotions, sont plus sensibles à ça. Ah, vraiment, en fait. Puis, tu sais, ça peut amener un cercle vicieux assez important parce que on sait que l'habileté qu'on a, les êtres humains, à lire les émotions faciales sur les visages d'autrui, c'est essentiel à notre survie. Tu sais, si par exemple, je te vois faire une face de dégoût après avoir mangé quelque chose, j'aurais pas tendance à aller y goûter après, tu sais, en moyenne. OK? Si, par exemple, je te vois en colère, mais ça va me donner comme réponse automatique de reculer. OK? Tu sais, cette habileté-là nous donne aussi de l'information sur la sécurité de l'environnement. Ouais. OK? Donc, si je vois que tu as peur, je vais me dire, mais peut-être que ce contexte-là n'est pas sécuritaire, donc je devrais m'éloigner ou en tout cas me prémunir pour pouvoir me défendre. OK? Donc, il y a plusieurs études qui ont cherché à savoir, dans diverses psychopathologies, est-ce qu'on voit une lecture des émotions qui est différente? Puis il y a une tâche qui est vraiment fantastique pour se faire. Ça s'appelle la tâche de Pollack, qui est l'auteur qui a créé cette tâche-là en 2002. je l'utilise dans mon projet. Okay? Dans mes projets de recherche, je l'utilise chez les enfants. C'est dans le fond, c'est plusieurs visages qui représentent des émotions primaires, des émotions de base, le fait que, tu sais, colère, dégoût, tristesse, joie, surprise, alouette. Puis, ces visages-là vont varier dans la quantité d'informations perceptuelles qui est disponible. Okay? C'est-à-dire que le visage peut être 100% disponible ou 100% brouillé, par des espèces d'algorithmes là, qui vont s'ajouter par-dessus le visage. Puis en général, un individu en santé qui n'est pas anxieux, ça va lui prendre à peu près 60% d'informations perceptuelles pour être capable de dire avec assurance que le visage représente telle émotion. Okay? Fait que ça te prendrait 60% de disponibilité pour dire ce visage-là est en colère, ce visage-là il est triste, il est heureux, etc. Tandis qu'un enfant anxieux, ça lui prend de 20 à 40% d'informations. Et 20%, là, pour moi, le visage, il est illisible. C'est comme, il n'y a rien à faire avec ça. Tandis que les enfants qui sont anxieux, c'est à leur avantage de pouvoir détecter que le parent, il est en colère. Par exemple, si tu penses à des enfants qui vivent dans des situations d'abus, la lecture de l'émotion sur les visages a une fonction qui est incroyable. Oh, là, papa, maman sont fâchés, ça se peut que je sois en danger en ce moment. OK? Donc, un enfant anxieux a plus de chances de lire ces émotions-là. Puis dans la dépression, ce qu'on voit même chez les enfants ou les adultes, c'est une meilleure habileté à lire la tristesse sur les visages en comparaison aux autres émotions. Fait que vraiment, c'est une fonction qui va être modulée de façon assez importante au sein des psychopathos. Fascinant. Puis toi, ta plateforme avec Instagram et tout ça, j'imagine que c'est né d'un besoin que tu as observé, parce que tu te dis pas, je vais juste partir ça pour le fun. Tu dois... mais non, c'est de l'énergie, j'imagine. C'est particulier. J'allais dire c'est intéressant, mais là, c'est un peu imbu de moi-même. Non, c'est très intéressant, mon parcours. C'est très intéressant, ton parcours. Merci. En fait, moi, j'ai commencé sur Instagram il y a 8 ans. J'ai reçu un appareil photo. Puis Instagram, à ce moment-là, c'était pas ce que c'était. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était pas ce que c'est. Puis c'était très dans l'instant, tu sais. Fait qu'Instagram, instant. Puis c'était le fun parce que tu mettais une photo de ton lunch, puis là, tu avais un filtre tout de suite. Puis là, bon, on a tous connu Instagram dans ses débuts. On n'utilisait pas toujours les filtres à bon escient. Hein? Non. Des fois, c'était orange. Mais moi, je comprends pas qu'il existe encore, ces filtres-là. Non plus. Enlevons-les. Moi, je suis content. Je fais partie de pas les gens bons sur Instagram qui sont comme « Ah, cool, j'aurais jamais eu l'air de ça. » Mais donc, j'ai commencé à ce moment-là. Puis, dans le fond, moi, je vis avec un trouble anxieux lié à la performance depuis
toujours, depuis que j'ai 10 ans. Fait que j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux lié à la performance. Puis, rapidement, j'ai dû trouver des moyens pour me calmer, pour un exutoire. Oui, exactement. Puis la photographie, ça a été un peu ça. Fait que je me suis mis à photographier vraiment, à me concentrer sur un seul sujet. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça donne un flow, hein? Ça donne une espèce d'état de... Ah, c'est génial. Vraiment. Puis c'est comme ça que, tranquillement, je me suis dit, si moi, ces photos-là me font du bien, puis que je les publie sur une plateforme, peut-être que ça peut permettre aussi que ces photos-là dégagent quelque chose aussi, tu sais. Puis donc, j'avais pas une immense prétention, mais je me suis dit, tu sais, je vais les partager. Puis à ce moment-là, c'était très, très organique, là, comment ça se produisait. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille. Donc, dans la première année que j'étais sur Instagram, je pense que j'avais déjà comme 1000 personnes qui me suivaient. Ouais. Fait que j'ai comme bâti une communauté vraiment de manière très, très organique. Puis, tranquillement, je me suis dit, j'adore écrire. Tu sais, je me suis dit, j'aime vraiment beaucoup écrire, puis j'aime beaucoup comme partager mon expérience, partir de moi pour aller vers plus grand. Tu sais, parce que je me disais, puis à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, le trouble anxieux, il était pas qu'il n'était pas connu, mais il n'était pas traité de la même manière. On faisait vraiment beaucoup de la cognitivo-comportementale, donc très, 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 très rigide. Donc, j'avais pas beaucoup de repos même dans la manière dont je recevais de l'aide. Puis, pour moi, d'écrire, c'était une manière d'aller rejoindre le plus de monde possible puis de me dire, si moi, je vis avec de l'anxiété, probablement qu'on n'est pas tout seul non plus. Puis, ça a été quelque chose de très libérateur. Je fais une grosse parenthèse, mais je vais revenir à la question. C'est vraiment nécessaire. Donc, j'ai eu rapidement ce désir-là de partager, en fait. Puis je me disais de normaliser, de valider beaucoup. Donc, j'ai commencé à parler tranquillement. Plus j'avais une communauté qui agrandissait, plus j'ai commencé à parler du trouble anxieux avec lequel je vis. Je dis pas mon trouble anxieux parce que... On se l'approprie pas. Oui, c'est ça. C'est une manière pour moi de m'en distancier. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup aussi, mais il y a plein de gens qui disent « je suis anxieux » ou « mon trouble anxieux » puis c'est vraiment correct. Mais il paraît que ça aide vraiment beaucoup à la régulation des affects que de dire, par exemple, quand l'anxiété m'envahit, versus dire quand je suis anxieux. Au lieu que ça fasse partie de toi, ça fait pas partie de le voir comme c'est quelque chose qui est là, puis c'est transitoire. C'est ça. Quand l'anxiété s'empare de moi. Oui, puis c'est comme ça me contrôle pas. Il y a vraiment ça aussi. Fait que c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment. Là, puis j'ai fait au moins 8 ans à Sainte-Justine de thérapie. Puis là, ça, c'est quelque chose que j'apprends tranquillement, puis ça m'aide beaucoup. Donc, ça a été vraiment, cette plateforme-là, ça a été comme une espèce de journal intime à ciel ouvert. Puis les gens ont vraiment embarqué. Les gens me disaient, je me reconnais vraiment beaucoup dans ce récit-là. Puis je parlais pas juste je parlais pas des symptômes pathologiques élevés, là, parce que je trouvais que ça... Il y a des choses qui m'appartiennent. Puis ça, c'est vraiment une gymnastique qui est intéressante de... Où est-ce que je me dévoile? Qu'est-ce qui est l'intimité? Qu'est-ce qui est la vie privée? Qu'est-ce qui est pertinent de partager? Qu'est-ce qui l'est moins? Où est-ce que je glisse un peu trop? Puis là, si je me pose trop ces questions-là, je tombe dans l'anxiété. C'est ça, je sais comme je m'en ai dit, ça, c'est de la performance. C'est ça. Mais je trouve que c'est des questions qui, quand même, sont intéressantes, surtout en ce moment, de faire comme, qu'est-ce qui est pertinent, puis qu'est-ce qui va trop, qu'est-ce qui me trigger trop, finalement, tu sais, dans le passé. Cette définition-là peut changer à travers le temps. Exactement. Aussi, ce qui est correct pour toi cette année, ne sera peut-être pas l'année prochaine, puis vraiment. C'est important que tu te respectes là-dedans, parce que j'imagine qu'on peut se perdre rapidement. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça, à un moment donné, je me suis mis à parler de troubles de santé mentale. C'était toujours dans le but de valider, de mettre un visage aussi, parce que souvent, j'ai l'impression que là, maintenant, l'anxiété, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis vous en parliez, je pense, avec Ariane. Ariane Brunet, oui. Ça m'a tellement... Ça a été vraiment réparateur pour moi, cette discussion-là, parce que justement, je me disais, autant c'est une bonne chose que tout le monde soit plus... connaisse un peu mieux c'est quoi l'anxiété, autant des fois, c'est invalidant quand quelqu'un dit justement, moi aussi, je suis anxieux, tu sais. Puis là, t'es comme... Mais là, tu veux pas te rentrer dans une compétition non plus. Oui. Fait que... t'es comme, non, toi, t'es anxieux de temps en temps. Moi, je dors jamais. C'est ça, c'est vraiment ça. Oui. Parce que moi, je suis malade, OK? Fait que, mais tu veux pas tomber là-dedans, mais tu sais. Fait que c'est toujours de valser finalement avec ces codes-là, ces repères-là. Puis c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a plein de choses aussi que j'ai fait finalement dans le dévoilement. Tu sais, j'ai beaucoup parlé du changement, de mon changement corporel. C'est quelque chose, je pense, qui a aussi fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à moi parce que à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le discours
justement d'acceptation. Puis j'aimais aussi toujours travailler la nuance où je me disais, ben j'ai le droit aussi de telle journée de vouloir mettre un mini bikini, puis le lendemain de mettre un gros maillot. Je sais pas c'est quoi un gros maillot, mais comme un maillot couvrant, c'est ça, tu sais, un pas bikini. Fait que tu sais, j'aimais ça aussi parler parce qu'il y avait beaucoup des mouvements, tu sais, qui étaient comme, faut s'accepter, faut se trouver belle, faut se trouver... Puis donc, j'essayais toujours de tirer un peu plus. Ça peut fluctuer? Ben, c'est vraiment ça. Genre, oui, vraiment. On revient aux boîtes. C'est ça, on revient aux boîtes, aux étiquettes, puis c'est quelque chose, puis c'est pas pour rien aussi que j'étudie la criminologie et la victimologie. Je trouve que c'est vraiment... ça se regroupe beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans puis qui se rejoignent. Donc, cette vision-là de pouvoir aller toujours d'un extrême à l'autre puis de travailler le continuum, je trouve que c'est l'exercice le plus énergisant pour moi. Puis je pense que c'est quelque chose aussi que les gens aiment sur ma plateforme, de faire, c'est ça, tu sais, finalement, telle émotion est valide, même si, ou se reconnaître dans cet inconfort-là ou dans cette tolérance-là de toutes ces émotions-là qui sont mêlées. Donc, c'est ça. Puis finalement, mais justement, tu sais, j'ai parlé beaucoup de mon corps, je l'ai exposé beaucoup à ce moment-là. C'était très cohérent pour moi, c'était très libérateur. Aujourd'hui, je vis aussi avec un trouble de conduite alimentaire. Je peux plus faire ça. Tu sais, je mets une photo de moi sur Instagram, je l'enlève tout de suite après parce que là, c'est devenu quelque chose où ça va jouer dans mes enjeux. Donc, je le sais que maintenant, ce dévoilement-là, il est plus possible. Il l'était en ce moment, ça me convient pas. Est-ce que ça va me convenir plus tard? Peut-être, mais j'essaie de m'enlever beaucoup de pression aussi là, par rapport à ça. Tu sembles te respecter beaucoup à l'intérieur du contenu que tu fais, mais c'est une très bonne chose. C'est merveilleux parce que souvent les pages... Non, mais pour vrai, là, souvent les pages qu'on suit en santé mentale ou en santé physique, on voit... Moi, ça me fait pas du bien voir quelqu'un qui va trop bien. Tu sais, quelqu'un qui est comme... Ah, non, honnêtement, parce que ça... Je suis super contente pour cette personne-là. Là. Genre, ça m'inspire pas. C'est difficile de s'identifier. Puis 2, c'est très culpabilisant. Parce qu'après ça, tu te dis, hey, mais pourquoi moi, j'ai pas une bonne journée? Je fais la job que j'aime, j'ai un enfant en santé, j'ai ma maison. Pourquoi? J'ai un chum merveilleux. J'ai un chum fantastique. Je suis 4e. Tu veux juste passer après la maison? J'ai une coupe de cheveux avant-gardiste. Je vais prendre une pause, je reviens. Regarde, allô aux toilettes, continue de jaser. J'entends ce que tu dis. J'intègre. Encore lisse. Non, mais tu sais, pour vrai, c'est culpabilisant. Absolument. Après ça, de voir des gens qui vont trop bien. Puis, c'est rafraîchissant. Moi, je trouve ça vraiment rafraîchissant de voir des opinions qui sont pas polarisées. Puis, un discours qui encourage l'ambiguïté. Ouais. Tu sais, la validité de l'ambiguïté. Parce que c'est vrai que les émotions sont valides, mais c'est aussi valide de pas savoir. Mais je pense que ce qui est important comme nuance là-dedans, c'est que tu veux pas être tout le temps happy, de bonne humeur, puis envoyer ce signal-là. Mais tu veux pas non plus être tout le temps comme torturé. Non, c'est ça. Fait que je pense que l'approche de la validité des émotions, de les expliquer, de les nuancer, ça t'empêche d'être obligé de tomber dans une de ces deux boîtes-là. Absolument, absolument. Puis même juste des fois, puis ça c'est arrivé souvent là, avec les annonces par rapport à la COVID, où j'étais comme... Puis tu ressens une pression quand même. Les gens, tu sais, comme... Éventuellement, ils s'attendent à... Tu sais, moi, je reçois des magnifiques témoignages, puis à chaque fois, ça me tue, là, d'amour, mais... les gens vont dire j'attendais ta publication avec impatience. Puis je trouve ça extrêmement touchant. Mi-pression. Mais c'est ça que je suis comme l'anxiété avec laquelle je vis est comme tout près. Puis il y a des fois où je disais j'étais tellement puis moi-même je vivais plein d'émotions, tu sais. Oui, fait que j'étais comme comment je peux prétendre pouvoir guider, tu sais, puis j'ai jamais cette posture-là. Première fois que je dis posture, je suis présent. J'ai jamais cette posture-là. Assez géré. C'est bon. Mais non, c'est ça. Puis je me dis, tu sais, juste de nommer, je sais pas quoi dire. Il n'y a pas de bon mot en ce moment. Je suis mélangée. C'est normal que vous soyez mélangée aussi. C'est anxiogène. Il y a une publication où c'était juste comme « Aujourd'hui, c'est une journée anxiogène ». Ça a été republié. Juste de nommer ça, je pense que ça laisse une porte ouverte de faire comme « Ah, OK, ça se peut qu'on soit tout croche en ce moment. Ça se peut qu'on ne sache pas. » Puis je trouve que ça, déjà, c'est un certain outil de faire comme « Ah oui, OK, cette publication-là, elle existe, ça a été nommé, ça a été dit. Elle-même, elle ne sait pas trop comment se sentir. » Puis pas que je sois une boussole, là, non plus. Vraiment pas, mais je me dis, tu sais, des fois, ça peut juste aider de faire comme, si moi, je me sens comme ça, probablement qu'on est une méchante gang à se sentir comme ça. Si mon chum se sent comme ça, ma soeur, ma famille. Fait que j'essaie de
j'essaie de nommer même quand je sais pas comment nommer. Mais ça, c'est génial parce que ça brise l'isolement de quelqu'un qui ressent la même chose, qui est pas capable de mettre le doigt dessus, puis de dire, hey, en ce moment, si tu croches, je sais pas trop. Quelqu'un qui fait comme, OK, moi aussi, juste ça, ça réconforte de briser mon isolement de moi qui en parlais pas trop non plus parce que j'étais comme, je vais attendre de mettre le doigt dessus avant d'en parler. Non, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'on a beaucoup de pression sur les réseaux sociaux en ce moment pour se prononcer rapidement, pour être dans la réactivité. Puis je pense que l'émotion, elle aide énormément à ce qu'il y ait des changements à court terme. T'sais, on l'a vu dans la vague de dénonciation en 2020, à l'été 2020, ça a permis beaucoup de changements. L'émotion, une chance qu'elle était là, une chance qu'il y avait l'émotivité, une chance qu'il y a une réaction, mais je pense que si on souhaite un changement à long terme, je pense qu'on peut se permettre aussi de digérer finalement les émotions qui sont contraires, puis gérer cet inconfort-là justement de se sentir parfois impuissant, puis des fois de vouloir agir très rapidement. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de faire comme, ben oui, mettons, je crois en la réhabilitation, mais pour tel cas particulier, je suis pas certaine que je me sens... Je suis pas certaine que c'est ça que je souhaite ou je suis pas certaine que c'est comme ça que je pense. Puis je pense que ça, encore là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler, tu sais, sur ma plateforme. Je sais pas si c'est clair. Oui, totalement. J'aime l'aspect de se questionner à voix haute. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pas... donne accès au processus. Oui, puis qui est pas prétentieux, puis qui est pas genre, j'ai la vertu, j'ai la vérité, tu sais. Non. Je trouve que c'est ça. La sincérité, je pense que ce serait le mot juste pour ce que tu proposes, plus que la vérité. Tu sais, la sincérité, c'est... c'est ça, là. Je sais pas trop. Vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup des... Il y a des publications que je regarde aujourd'hui que j'ai fait, je suis comme, oh mon Dieu, je pourrais plus jamais publier ça aujourd'hui. Ah, tu te sens pas, t'as l'impression que ça résonne plus avec... Vraiment pas. Mais à ce moment-là, ça t'étais dans sincérité, puis c'était toi. Oui, puis j'aime ça revenir là-dessus aussi, puis je trouve que ça permet aussi d'humaniser beaucoup, tu sais, comme la personne qui est derrière cette plateforme-là, de faire comme, à ce moment-là, je trouvais que c'était tout à fait cohérent, puis aujourd'hui, je regarde ça, puis à la lumière des réflexions que j'ai, puis que je continue d'avoir, je suis plus sûre que je pense comme ça, tu sais. Mais tu sais, là, tu as 27 ans. Ouais. Ça fait 8 ans que tu fais ça. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est normal de se dire qu'à 18-19 ans, on réfléchissait pas de la même façon. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait à 18-19 ans que je referais pas. J'ai vu des photos. Il y a du footage. Ah oui, il y a du footage, là. Non, mais on pense différemment, tu sais, mine de rien. Puis je veux dire, l'affaire avec les médias sociaux, c'est qu'on laisse des traces. Oui, c'est ça. Oui, mais je trouve qu'on a des fois, on a ce problème-là d'oublier que les gens évoluent et changent et que tout le monde est en mouvement constamment. Et que nous, ça, on change. Des fois, quand on sort des vieilles publications de gens puis que tout le monde se met à taper dessus, t'es comme, ouais, mais ça fait 10 ans. Peut-être, tu sais, je te dis pas que c'est pas cave, mais on peut-tu checker cette personne-là est rendue où avant? Ouais, dire reprocher d'avoir été stupide à me m'amener. T'es comme, oui, on a tous été stupides à me m'amener. Vraiment. Moi, je suis en train de penser à Justin Trudeau qui s'était déguisé... En blackface? Oui, c'est ça. J'étais comme lui. Il devait se dire, celle-là, j'aurais dû la supprimer. Je l'ai échappé. Je suis pas mal sûre que les publications auxquelles tu t'identifies moins, t'es juste comme, je l'aurais peut-être amené autrement. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est même aussi, tu sais, c'est genre l'année passée, là, aussi, tu sais, fait que c'est ça, je trouve que c'est intéressant. Puis je trouve que c'est intéressant de se permettre l'erreur aussi. Tu sais, on parle beaucoup de militantisme, de performance. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui invite plus à la performance que d'exiger des personnes militantes la perfection. Tu sais, je pense que moi, du moment où tu me demandes d'être parfaite dans mon militantisme, puis je ne considère pas que je suis militante, mais que tu me demandes d'être parfaite dans ce que je propose, là, tu m'exiges d'être très, très, très performante, puis de ne pas oublier telle nuance, puis de pas... Puis là, ça, après, moi, j'ai plus de fun à ce moment-là. Tu sais, quand la motivation... Ça empêche de réfléchir. Ça vraiment beaucoup. Fait que je trouve que c'est ça. Autant, je trouve que ça peut être très, très, très validant, cette Instagram, puis bon, toutes les plateformes qui en découlent. Autant, des fois, je trouve que c'est un outil qu'il faut vraiment, vraiment comme travailler puis réfléchir puis voir comme c'est quoi l'apport vraiment. Puis c'est toujours se remettre à c'est quoi mon but. Tu sais, comme j'écris beaucoup en ce moment, puis j'écris un livre. Puis, félicitations, très cool. Puis je me remets toujours à c'est quoi le sujet, tu sais, c'est quoi. Puis on faisait ça au secondaire beaucoup de comme c'est quoi ton sujet. Puis moi je me disperse, c'est fou là, je vais dans des zones là, très loin. Mais tu sais j'essaie de plus en plus sur Instagram de me permettre une pause, me permettre de pas publier 2 à 3 fois par jour comme je faisais avant parce que ça a été ça pendant longtemps. Mais autant je me permets aussi de justement de vivre mes émotions.
Puis après, d'en faire quelque chose, s'il y a quelque chose qui en découle, puis parfois non, mais puis de l'utiliser comme un outil, mais aussi comme une plateforme où je peux partager encore mes photos de café, puis mes photos de face, puis mes photos d'environnement. Fait on dirait que c'est ça. Je suis vraiment en réflexion par rapport à tout ça. Mais on dirait que je prends plus de distance maintenant. Avant, j'avais une émotion, je vivais une émotion, puis j'étais comme, faut vraiment que je fasse quelque chose avec. Puis c'était une manière pour moi, je pense, de la digérer, d'écrire, puis de partir de ça, puis d'écrire quelque chose. Puis maintenant, je pense que je prends un petit peu plus un pas de recul aussi par la force des choses, parce que j'ai beaucoup d'engagement. Fait que ça me permet aussi d'être la tête un peu plus partout, mais ouais. C'est très nice. Tu as dit quelque chose au début qui m'a beaucoup interpellée par rapport à la victimologie, tu as étudié là-dedans, tu as aussi étudié en criminologie, puis ça m'a vraiment vraiment frappé. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on donne toujours beaucoup plus d'attention aux criminels, aux gens qui ont posé des gestes, plutôt qu'aux victimes. On sait c'est qui Magnotta, tu sais c'est quoi le nom de sa victime. Non, c'est ça. Non, vraiment. On glorifie beaucoup... Les actes criminels. Ouais. Vraiment. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que si on comprend, je veux dire le criminel, le délinquant, la personne judiciarisée, c'est tous des termes, fameux terme Canal D. Là. Ouais. Mais comme, un tueur si proche. Si on comprend le tueur si proche. Moi, mes parents étaient comme, on comprend pas comment ça se fait que tu es en criminologie. Puis je suis comme, papa, j'écoutais un tueur si proche à 10 ans avec des étoiles dans les yeux. Genre comme voyons. Mais bref, ça pour dire que je pense que si on comprend la trajectoire criminelle de quelqu'un, je pense que si on comprend les facteurs qui l'ont poussé à ça, on est plus en contrôle. On a moins peur, j'ai l'impression, de la personne. Si on comprend le contexte, si on comprend son bagage génétique, si on comprend tout ce qui l'a mené à ce crime-là ou à ces crimes-là, j'ai l'impression qu'on en a moins peur. Parce que on est en mesure de pouvoir prévoir après. Puis c'est un peu ça aussi en criminologie. C'est la fonction des émotions. Vraiment, c'est ça, c'est vrai. Puis, alors qu'en victimologie, on veut pas être la personne victime. On veut s'en éloigner le plus possible. Puis je pense que si on s'identifie à des caractéristiques d'une personne victime, puis qu'on se dit, par exemple, moi aussi, j'ai la même âge qu'elle, ou moi aussi, j'étudie dans telle université où ça fait peur, donc on veut s'en éloigner parce que je pense que c'est quelque chose de très, très, très confrontant de se dire, mais j'ai des caractéristiques qui ressemblent à cette personne-là, je suis donc à risque, peut-être moi aussi. Puis je pense qu'on met plus d'énergie aussi, entre autres, parce que c'est fascinant, la criminalité. C'est fascinant parce que c'est déviant, entre guillemets. Puis il y a ça aussi. La sociopathie. La sociopathie. Moi, j'ai un cours de psychopathie. C'est incroyablement intéressant. C'est effroyable. Ouais. Parce qu'on comprend pas, parce qu'on se dit c'est impossible que cette personne-là ne ressente pas tout ce que moi je ressens ou je ressentirais dans le même contexte. Cette personne-là peut en faire fi puis poser des gestes. Fait que t'es comme... Il y a l'incompréhension. Vraiment. C'est qu'au-delà d'en faire fi, cette personne-là ne le lit pas. Il y a des neurones qu'on appelle des neurones miroirs, là, que, par exemple, si tu ressens de la tristesse, ben ça va faire en sorte que moi aussi, je vais en ressentir. Si tu sécrètes des hormones de stress, moi aussi, je vais en sécréter. Puis plus tu es proche de la personne, bien entendu, plus cette synchronie-là est élevée. Là. Okay. Proche d'un point de vue psychosocial, là, pas en termes de proximité physique. En lien avec la sociopathie, il y a comme absence de réactivité des neurones miroirs. Fait que si tu souffres, cette personne-là ne souffre pas en retour. Oh. Donc, d'un point de vue neurobiologique, c'est dangereux. Une bonne base, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça, la capacité, puis on revient à la fonction des émotions, la capacité de lire la façon dont l'autre se sent est extrêmement importante pour le fonctionnement. Là. Sinon, d'un point de vue sociétal, on peut pas avancer, on peut pas s'ajuster, on peut pas... T'imagines-tu un monde où on serait tous pas capables de lire les émotions? On serait beaucoup de Ted Bundy. Testez votre entourage. Cognez-vous volontairement autour des gens que vous aimez puis regardez leur réaction. Mais tu t'as vu? C'est bon. Là, tu spot celui que ça lui fait rien, tu fais... J'ai besoin de temps avec toi. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'un très jeune âge, là, les enfants sont capables de lire la détresse chez leurs parents, puis l'émotion que le parent ressent, puis c'est super important pour son développement à lui aussi. Là. C'est en voyant que le parent a de la peine dans X contexte que l'enfant va se dire « Ah, ben si je m'expose à un contexte similaire, moi aussi, je vais avoir de la peine. Ou si je fais vivre cette situation-là à mon parent, il va avoir de la peine. » Puis il n'y a pas aussi dans la validation du parent de l'émotion
que l'enfant devrait vivre? Il n'y a pas un test là, de genre 0 à 6 mois. Là, oh mon Dieu, hey, c'est tellement intéressant cette étude-là. C'est une expérimentation, bon, c'est utilisé dans plusieurs contextes, là, mais la validation originale, je pense que c'est Cliff, le nom du paradigme, là, dans lequel on met un plexiglas qui est très élevé du sol. Là, puis on voit au travers du plexi. Okay. Puis le bébé qui est âgé entre 2 et 6 mois, c'est des enfants qui sont capables de marcher à 4 pattes. Là, donc, ça doit être plus 4 à 8 mois, mettons. Là. On met un objet qui les intéresse sur le plexiglas. Comme en haut, là. En haut, c'est ça. Okay. Puis l'enfant, lui, quand il est au-dessus, ne sait pas qu'il y a un plexi. Okay? Donc, lui, ce qu'il pense, c'est ce qu'il devrait penser, c'est si je vais là, je tombe en bas. Okay? Oui, c'est mais ça. On met un jouet intéressant pour évaluer est-ce que l'enfant va s'approcher de la situation risquée ou pas. Okay? Puis on demande à la mère d'agir selon certains scénarios. Le premier scénario, elle reste neutre, elle produit aucune expression. Deuxième scénario, elle a peur. Elle regarde l'enfant de façon effrayée. Puis troisième scénario, elle l'encourage. Elle applaudit puis elle est super contente. Quand la mère reste neutre ou qu'elle a une expression de peur, l'enfant ne s'expose pas à la situation. Okay? Donc, s'il ne va pas aller chercher le jouet au milieu du vide, entre guillemets. Parce qu'il la regarde, le gars. Il la regarde, OK? Puis c'est elle qui lui donne, d'un point de vue évolutif, c'est ça, un gauge de sécurité, finalement. Dans les cas où la mère exprime la peur, quasiment 0% des enfants se sont aventurés sur le faux cliff. Okay? Si la mère émet des encouragements, l'enfant a 90% de chances de se mettre au-dessus du vide, tu sais. Et donc, l'enfant va vraiment lire la façon dont le parent se sent pour adapter ses comportements. Fait que, tu sais, il faut les lire, ces émotions-là. C'est là qu'on voit l'importance de l'éducation puis de tes parents quand t'es jeune, ne serait-ce que sur le fondement de comment tu identifies les émotions, les gères. Vraiment. Puis ce serait intéressant. Je sais pas s'ils vont si l'étude le dit, mais pour les enfants qui y vont, même si la mère, elle est neutre. C'est Ted Bundy. C'est peut-être Ted Bundy. C'est peut-être Ted Bundy. Non, mais pour vrai. Tu cognes à côté de l'enfant, là, tu le regardes. Tu mets un gros drapeau rouge. Non, mais oui, il y a tout ça, puis il y a toute la question de l'autisme aussi, en fait, du spectre de l'autisme, où il y a une certaine difficulté à lire l'émotion chez l'autre. Là. Bref, il y a plusieurs psychopathologies qui pourraient en effet être associées à une absence de je vais tout le temps dans cette zone-là. C'est normal. Mais est-ce que ça fait partie aussi de tous les styles d'attachement ou c'est comme deux... C'est certain. Il faudrait creuser, mais c'est certain qu'il y a un lien parce que si on peut penser à un attachement anxieux, par exemple, l'enfant peut avoir de la difficulté à lire de façon adéquate l'émotion qui est exprimée par le parent. Là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une bonne synchronie. Puis je serais curieuse de voir aussi avec un étranger ce que ça donne. Si c'est un adulte étranger qui n'a pas de lien direct de parenté avec l'enfant, est-ce qu'on a des effets similaires? Probablement pas. C'est fascinant. J'adore ça. Avec tout ce que tu fais, puis les études que tu fais et ce que tu observes avec Instagram et tout ça, est-ce qu'il y a des mais c'est pas le bon mot, un message, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui manque cruellement dans le discours public par rapport à la validité des émotions puis par rapport à cette éducation-là que je pense qui est déficiente, là, ça s'en vient de mieux en mieux, là, mais... Oui. Ben, je pense que... Puis ça revient un peu à ce que... Je pense tolérer l'inconfort. Puis c'est quelque chose qui est facile à dire, de tolérer l'inconfort. À chaque fois, mes amis sont comme, c'est bien, mais comme comment je fais ça, tu sais, Puis je me retrouve toujours un peu sans trop d'outils à donner, dans le sens où je pense que juste le fait d'accepter qu'on peut être nuancé, puis d'accepter que ça peut être gris, puis ça peut être gris longtemps, puis que ça peut... c'est correct d'aller en jaser, puis de finalement, avec certaines personnes, de faire « ben finalement, c'est pas ça », ou d'aller valider ou invalider finalement. Comme ça veut pas dire ne rien faire. Exactement. Là. Ça veut juste dire accepter que tu te sens comme ça. Vraiment beaucoup. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup le discours de comme si tu te prononces pas, t'es contre, par exemple, la personne. Ou tu sais, puis je pense qu'en ce moment, on met énormément de pression aussi, particulièrement sur les réseaux sociaux, un peu comme je disais que, dans le fond, je me répète depuis tantôt. Non! Mais dans le sens où, tu sais, je me dis, on met énormément de pression pour se prononcer, pour tout de suite savoir comment on se sent. Encore une fois, parce que, dans le fond, moi, j'ai commencé à être plus active vraiment par rapport à la victimologie puis à la criminologie à l'été 2020. Puis j'avais énormément. J'avais beaucoup de connaissances sur des choses que finalement, il y avait très
tu sais, on parlait très peu, on parle très peu, par exemple, de la dissociation traumatique, on parle très peu de tous les effets physiques, physiologiques qui font en sorte qu'on fige, par exemple, ou qui font en sorte que dans une situation, on se batte, finalement, ou on se défende. Ou, bon, puis il y avait beaucoup aussi ce concept-là de seconde victimisation, qui est un concept très, très, très peu connu et qui fait des ravages. Puis la seconde victimisation, ou la victimisation secondaire, c'est un synonyme. C'est vraiment cette idée que quelqu'un nous fait un dévoilement, par exemple, puis on va questionner finalement la validité de son comme dans les cas d'agression sexuelle. Exactement. Puis là, en ce moment-là, donc la personne déjà est en position extrême de vulnérabilité parce qu'elle doit comme nommer ce qui est arrivé. Déjà, ça, c'est porteur d'émotions très, 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 très difficiles à gérer. En plus, elle doit convaincre non seulement que c'est arrivé, mais elle doit convaincre qu'elle n'en est pas responsable. Elle doit convaincre que c'est vraiment ce qui est arrivé, elle doit convaincre de ses réactions traumatiques aussi. Donc, c'est une charge immense. Puis ça, on la voit là, à divers degrés. On la voit chez certains intervenants, là, puis de moins en moins, heureusement, là, mais lors du dévoilement, mais on le voit énormément sur les réseaux sociaux, de comme, ouais, mais tu l'as... Puis des fois, c'est un tribunal public. Vraiment. Puis ça vient challenger des affaires aussi, même, tu sais, pour moi qui est là-dedans... pas mal 7 jours sur 7. Il faudrait que je réduise d'ailleurs. Mais tu sais, c'est quelque chose qui même, il y a certains récits que je me dis, ouais, mais j'ai ces réflexes-là, tu sais, vraiment beaucoup, parce que c'est très difficile de recevoir un dévoilement. C'est très confrontant. Et je pense que c'est quelque chose on n'est pas outillé, vraiment. Puis... En principe, si tout allait bien, on ne devrait pas être outillé, ça devrait juste pas exister. Mais je pense que c'est aussi cette idée que, des fois, moi aussi, je reçois une histoire puis je me dis, cette personne-là, je la trouve dure à croire. Puis c'est tough, c'est difficile pour moi parce que je me dis, mon Dieu, mais quelle mauvaise victimologue, quelle mauvaise... Mais non, mais c'est humain. Mais c'est ça. Puis tu sais, je me dis, OK, je pense qu'il faut encore une fois se permettre le droit à l'erreur puis se permettre la nuance. Puis je pense que c'est ça aussi qui manque beaucoup. Puis de me dire, c'est ça, tu sais, tout déconstruire aussi, finalement, ces idées-là qui font partie de la seconde victimisation de « ouais, mais c'est ton chum, ouais, mais c'est ta blonde, oui, mais tu flirtais avec toute la soirée », donc l'idée de la culture du viol, du consentement. T'as accepté ses cadeaux. C'est ça, tu sais, comme dans le fond, tout ce qui, finalement, responsabilise la personne victime. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que... Puis on peut... C'est tellement exigeant de croire que quelqu'un peut s'en prendre à notre intégrité physique, psychologique, sexuelle. C'est tellement menaçant de penser que quelqu'un puisse volontairement outrepasser notre consentement pour son propre gain, pour son propre plaisir, qu'on va s'imaginer que forcément la personne avait un rôle à jouer là-dedans parce que c'est trop exigeant de se dire, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Puis on parlait de... C'est ça, il y a beaucoup de projections là-dedans. Puis c'est une des hypothèses. Il y a plein d'autres hypothèses par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi parce qu'une fois qu'on sait ça, on est déjà plus en mesure de se dire, OK, de prendre une autre posture, puis puis de se dire, OK, oui, je vis tous ces questionnements-là. C'est peut-être pas la bonne personne à qui... C'est peut-être que je devrais plutôt comme garder une posture d'écoute, puis ne pas tout de suite me... C'est ça, hein? On est déjà à 3 en quelques secondes. Ça me dérange pas. Mais tu sais, je pense que c'est ça, je pense que c'est aussi de se permettre de... Oui, c'est correct de se poser ces questions-là. Je pense que c'est humain de se poser ces questions-là. On est en réaction à une situation qui est très, 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 très exigeante à accepter, à tolérer, à digérer. Mais je pense que c'est pas la personne devant nous à qui on doit poser ces questions-là. Je pense qu'on doit prendre un pas de recul, puis justement de se permettre de réagir, mais pas devant cette personne-là. Puis c'est un peu ça aussi que je voulais amener beaucoup sur les réseaux sociaux à ce moment-là, de faire comme, il y a vraiment beaucoup de situations qui font en sorte que, une personne victime va réagir d'une manière que pour vous, ça n'a aucun sens. T'sais. Puis que vous pensez que dans telle situation, vous auriez réagi comme ça, mais c'est pas, vous étiez pas là. Puis la personne, ce qu'elle a besoin, puis ça aussi, c'est important. Ça répond pas aux besoins de la personne dans ce moment-là. Exactement. Puis les besoins victimologiques changent énormément. Tu sais, pour une personne, ça va être, j'ai besoin que tu me donnes un lift jusqu'à l'hôpital. Pour une autre personne, ça va être, j'ai besoin que tu valides mes émotions. Puis moi, je pense, puis souvent, il y a ce discours-là de plus en plus aussi de dire comme, ouais, mais si je la crois pas, tu sais, puis ça, tu sais, il y a des gens vraiment, puis c'est correct. J'ai envie de dire comme, il y a beaucoup ce discours-là, tu sais, où je pense que c'est juste important. Puis je veux pas me mélanger ici parce que c'est quand même... c'est tricky, mais la personne, ce qu'elle a vécu
pour elle, c'est traumatique. Fait que je pense que de valider... C'est vrai pour elle, de toute façon. C'est exactement ça que je veux dire. C'est vrai pour elle. Fait que ce qui est important, c'est que tu valides ce qui est vrai pour elle, puis que tu sois là, puis que tu dises, de quoi tu as besoin. T'sais. Puis moi, c'est ma phrase clé de quoi tu as besoin, parce que ça se peut que moi, je rentre tout de suite dans la validation, puis que la personne, elle a vraiment juste besoin de... Un livre à l'hôpital. Un livre à l'hôpital, un lunch. Fait que c'est pour ça, est-ce qu'elle a besoin d'informations? Est-ce qu'elle a besoin d'être crue? Est-ce qu'elle a besoin d'être validée? Est-ce qu'elle a besoin d'un câlin? Est-ce qu'elle ne peut pas se faire toucher aussi? Puis je pense que juste d'arriver, puis quand on a une dénonciation, puis de dire, OK, je comprends, j'accueille ce que tu me dis. Merci d'avoir eu confiance en moi. Merci de cette confiance-là. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là, déjà, on donne un peu plus de contrôle aussi, un peu plus de pouvoir à la personne, de faire « Ah oui, c'est vrai, je peux reprendre un certain pouvoir sur ce qui est arrivé, puis j'ai des alliés pour le faire. » Fait que je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, était important à amener, puis qui est encore important à répéter, puis je pense que ça va être important de le répéter longtemps. Un petit bout de temps. Ouais, parce qu'on est très peu outillés aussi. Puis je pense que c'est ça, tu sais, là, puis des fois, je divague, des fois, je vais plus dans la relation d'aide parce que ce que je fais aussi, forcément, touche à la relation d'aide. Fait que là, il y a eu la COVID, fait que c'est sûr que j'étais pas trop non plus que dans la victimologie. J'ai longtemps réagi aux enjeux d'actualité, puis longtemps, on m'a dit « Ah, il est arrivé telle chose, qu'est-ce que t'en penses? » Puis ça, c'était un exercice qui était stimulant jusqu'à temps que ça le soit plus. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus le goût de parler de concepts, de grands concepts, puis d'outiller plutôt que réagir. C'est quelque chose que je suis de moins en moins à l'aise, puis c'est quelque chose aussi qui, de toute façon, oui, c'est important de réagir, mais on dirait que ce qui est pour moi, ce qui est plus important, puis comme quand je me ramène à mon paragraphe, puis à mon sujet du paragraphe, c'est vraiment d'outiller, c'est vraiment ça, puis de dire, des fois, il y a des situations où j'ai pas d'outils. Des fois, je le sais pas, puis des fois, des fois, je suis pas la bonne personne pour le dire, puis c'est pour ça que, j'ai tendance à refuser beaucoup d'entrevues parce que je dis comme je suis pas spécialiste, vraiment pas. Puis je pense qu'on a tout à gagner à vraiment avoir plein de perspectives, puis d'aller chercher vraiment les gens qui sont plus connus dans certaines zones. Mais fait que... De développer une autonomie émotive, dans le fond, au meilleur de ce que tu peux offrir. Là. Puis ce que tu disais, tu sais, par rapport aux victimes, puis à questionner et tout ça, je pense que ça a été beaucoup reproché que c'était présent dans le système, ne serait-ce que faire une plainte à la police, juste faire une déposition à la police, t'es confronté à ça, fait qu'il y a plein de victimes qui s'embarquent même pas là-dedans parce qu'il va falloir qu'ils se défendent. Ils sont déjà traumatisés, puis il va falloir qu'ils prouvent à quelqu'un que c'est vrai qu'ils sont traumatisés, puis t'es comme, hey, c'est raide, là. C'est inhumain, dans le fond, tu sais, puis il faut que tu t'exposes devant des inconnus à un récit traumatique, puis il y a des détails traumatiques qui sont... Des fois, il y a des personnes qui vont vivre une agression, par exemple, puis c'est pas nécessairement la nature de l'agression, c'est un détail qui est arrivé qui fait en sorte que là, ils vivent un état de stress post-traumatique. Par exemple, c'est ce détail-là qu'ils doivent répéter et répéter et répéter. Puis je pense que c'est pour ça, en ce moment, qu'il y a une espèce de consensus où on veut que tous les intervenants et les intervenantes se parlent, soient là en même temps. C'est parce qu'il y a aussi un processus de reconsolidation qui peut se faire au sein duquel, quand tu rappelles une mémoire, elle devient malléable. Okay? Puis c'est vrai pour tout. Là. C'est vrai, si tu me dis, mettons, j'étais à la pêche, j'ai pogné un poisson gros de même, mais ça se peut que la deuxième fois, il soit là, puis tu finis avec un achigan. Là, mais à tes yeux, ça se peut vraiment... tu vas t'en souvenir que le poisson était gros comme ça, parce qu'à chaque fois que tu le remémores, le souvenir devient malléable. Je l'ai pas pogné encore, mais il était déjà gros de même. Je suis sûre. Je prends pas de chance. Juste que vous le sachiez. Je vais m'en souvenir. Mais quand tu mets des hormones de stress dans le tapis, quand tu mets des hormones de stress dans l'équation, tu as plus de chances que la victime de ces événements-là amplifie le souvenir traumatique. Fait qu'elle va se rappeler de plus en plus de détails aversifs de cette situation-là et peut même en ajouter. Okay, là, je te donne un exemple. Si je prends plusieurs victimes d'une agression armée, okay, donc on était tous dans la même salle, il y a quelqu'un qui s'est pointé avec une arme, puis là, après ça, il y a un débriefing, parce qu'avant, ils faisaient ça, des débriefings de groupe. Là, maintenant, on essaye de pas. Là, les victimes se rappellent tout l'événement devant les autres. Rappelle-toi, le souvenir est malléable. Fait que là, tu intègres les informations des autres victimes. Alors que, oui, c'est ça exactement. Alors que toi, tu n'as peut-être même pas remarqué
ce détail-là à ce moment-là. Puis là, le souvenir vient s'amplifier. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, si tu es en face de quelqu'un qui doute de ton agression, OK, là, tu es là, tu viens de raconter quelque chose de vraiment intime, puis là, puis quand tu fais, mais t'es sûr que c'est arrivé de cette façon-là, puis c'est pas plutôt arrivé de cette façon. As-tu besoin d'attention en ce moment, tu sais, ces temps-ci? Ouais, tu comprends? Ouais. Là, tu amplifies la sécrétion d'hormones de stress, et donc tu viens reconsolider l'événement traumatique de façon encore plus négative et qu'elle ne l'était déjà, tu sais, et plus lourde émotionnellement parlant. Tu sais, fait que d'un point de vue clinique, ça peut être désastreux. C'est vraiment. Puis la mémoire traumatique, c'est fascinant aussi, tu sais, puis ça très fort. C'est fou. Puis justement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé beaucoup, là, comme justement dans le contexte judiciaire, alors que je me dis, mon Dieu, si on comprenait un peu mieux tous les mécanismes, toutes les hormones de stress, comment on encode l'information quand on est en situation de danger, on serait beaucoup plus outillé pour être empathique, puis pour comprendre, puis pour, c'est justement pour faire en sorte qu'on ne blâme pas la fois où dans une, je sais pas, que la personne à la police, elle a dit, bien, il y avait une casquette rouge, puis finalement, il y avait un chapeau bleu, puis que là, ce soit pas ce détail-là qui soit mis en cause pendant le tribunal, pendant la cour. Pendant le procès. Ouais. Mon vocabulaire. Posture. Tribunal. Criminologie. Fait que, non, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Puis je me disais, OK, on avait besoin, je pense, de réagir. On avait besoin de condamner. On avait besoin je pense que c'est un mouvement qui est nécessaire. C'est une prise de conscience collective complètement importante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, comment on digère ça? Comment... puis aussi, puis là, je divague un peu, mais... Non, mais j'aime vraiment ça. Je me dis, si on n'aime pas ça quand tu parles de ton sujet. Ça. On aime ça quand tu c'est pas vrai. Mais je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce mouvement-là? Comment on croit à la réhabilitation par rapport à la cancel culture? Comment on l'intègre? Cancel culture, c'est le mot le plus difficile pour moi à dire. Puis c'est plate, je suis dans le domaine que je suis, fait que je vais être obligée de le dire souvent, fait que je fais cancel culture. Puis mais tu sais, c'est quelque chose que je trouve que on a beaucoup réagi, ça a fait du bien, ça a été validant, ça a été libérateur. Mais est-ce qu'on a une responsabilité après par rapport à ça? Comment on traite, justement, là, je pense qu'on est allé dans deux extrêmes, puis c'est parfait. Comment on se retrouve dans le milieu? Now what? Puis je trouve que ça, c'est une discussion qui est importante à avoir, puis qu'on a peu aussi pour répondre à ta question d'il y a comme 20 minutes. Je trouve que c'est aussi... Je te faisais confiance. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui, en ce moment, de faire, OK, comment on s'outille encore pour savoir réagir, savoir comprendre. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont été annulées, en bon français, qui ont été cancellées? Fait que je pense que ça, c'est aussi... Puis moi, j'ai pas les réponses. Je suis vraiment en réflexion par rapport à la cancel culture. J'étais absolument pour il y a très peu longtemps. En ce moment, je suis beaucoup plus nuancée. Puis je suis vraiment en réflexion par rapport à ça. Puis c'est quelque chose que je trouve très intéressant, justement, avec ma posture en criminologie. Je me dis, justement, comment on croit à la réhabilitation? Quels outils on donne à ces personnes-là? Est-ce qu'on les laisse tout seuls? Est-ce qu'on les laisse? Puis en ce moment, je trouve que vraiment, de mon opinion personnelle, je trouve pas que la cancel culture est une réponse tout à fait adéquate non plus dans la validation de tout ça. Est-ce qu'on a pris en compte aussi vraiment c'était quoi les besoins des personnes victimes à ce moment-là quand elles dénonçaient? Donc, c'est beaucoup de questions que je me pose, sur lesquelles je réfléchis. Qui sait, peut-être que je vais en parler à la maîtrise dans mon sujet, mais c'est quelque chose que justement, que je trouve qui manque un peu de se poser plus de questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette vague-là qui a laissé plein de questions, puis pour lesquelles je pense que ça mérite justement d'être plus nuancé, puis de se permettre de ne pas savoir, puis de se permettre de se poser une question, puis d'être pour quelque chose, puis finalement contre, puis finalement se dire « Oh, je suis dans le milieu », puis comme, tu sais... Mais ça, c'est, encore une fois, excessivement inconfortable comme position. Ouais, excessivement. Ça revient à tolérer l'inconfort. Ça revient à tolérer l'inconfort. Puis c'est quelque chose... On nous apprend pas à tolérer l'inconfort, tu sais, puis... justement, on nous apprend peu les émotions, puis leur fonction. Puis moi, quand j'ai appris ça dans mon cours, j'étais comme « OK! » Mais je me disais « Mais comment ça se fait que... Comment ça se fait? Il faut que j'aille à l'université. Puis que, tu sais, fait que je pense que c'est beaucoup dans l'éducation. Puis ça revient aussi à mon vieux discours de je pense qu'on a vraiment besoin beaucoup d'éducation
à plein d'égards, mais puis en mode prévention aussi, tu sais, puis même en criminalité, en criminologie, en fait, puis en victimologie aussi, je pense que si on éduque sur la fonction de la colère, par exemple, ou sur la fonction de la tristesse ou comme la régulation de nos émotions, je pense qu'on peut prévenir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est un des facteurs qui est intéressant, mais tu sais... Puis il y a plein d'autres moyens de prévenir. Là, je trouvais ça intéressant à la rencontre de criminologie il y a très longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a comme 3 ans. Comme quand je suis allée pour ma rencontre finalement pour le programme en criminologie, mais la professeure qui était là, elle nous avait parlé, puis je trouvais ça tellement le fun. Elle nous avait dit, puis là, c'est les informations que j'ai. J'espère que c'est de la vraie information que je vous dis, là, mais c'est... elle nous disait, les berlingots de lait, dans le fond, à l'école, ils ont été instaurés parce qu'il y a dans des milieux plus défavorisés où les enfants avaient comme... Le ventre vide. Le ventre vide. Donc, c'était un moyen assez universel de dire, on les nourrit. On les nourrit avec un verre de lait qui était plus souvent qu'autrement comme pas bon. Là. Je sais pas si c'était souvent viré. Là, ça. Ça te faisait de la crème. Là. En tout cas, mais tu sais, bon, c'était aussi une manière de prévenir le décrochage en quelque sorte. Parce que plus tu es concentré, plus tu es actif, plus tu as du plaisir à l'école. En tout cas, c'est pas non plus une cause à effet, mais plus tu es motivé finalement parce que tu comprends la matière. Tu es plus disposé. T'es plus disposé, merci. C'était aussi une fierté d'être la personne qui va chercher les berlingots. C'était incroyable. T'avais comme ton 15 minutes. C'était toi aujourd'hui. C'était important. C'était un privilège. Ah oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, puis c'est des mesures de prévention qui sont importantes, puis là, qui visaient plus comme un facteur environnemental. Mais je pense que l'éducation, j'arrête pas de faire des grandes paraboles. Non, mais je pense que l'éducation, c'est de pouvoir mettre plus de programmes, autant en sexualité aussi, puis ça, c'est comme un autre combat, là, mais je pense que ça, c'est vraiment des gestes de prévention qui peuvent faire une immense différence, puis qui sont durs à évaluer parce que c'est un long shot, là. C'est diffus, puis il arrive plein d'autres interventions en cours de route. Puis on va avoir les réponses dans 20 ans. Dans 20 ans. Mais dans tous les cas, merci beaucoup pour le travail que tu fais de transfert puis de vulgarisation. C'est une plateforme qui est extrêmement importante pour les victimes, mais pour tout le monde, de s'éduquer puis de mieux comprendre en quoi ça consiste. Puis je te remercie tellement d'être venu en discuter avec nous. Sérieux, c'est fascinant. Ouais, moi, je dirais, si t'es quelqu'un dans la vie qui se sent tout seul, va t'abonner. Va t'abonner au Instagram. C'est flatteur. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est ça. C'est la première étape vers, justement, t'émanciper émotivement, puis c'est de briser ton propre isolement. Puis tout est présent sur ta plateforme pour faire ça. Fait que t'es le premier pas vers une santé. Merci. No pressure. Non, c'est ça. Mais merci. Ouais, c'est ça. Je finis ça dans la performance. Hey, le monde tout pété. Allez là-bas. Elle va vous guérir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à toi.